Bonjour à tous. Donc je suis Marie-Pierre Dorto, chargée de vous faire cette présentation sur sommeil et maladies à corps de Lewy. Avant toute chose, je tenais à vous exprimer tous mes regrets de ne pas être présente avec vous. Des impératifs de dernière minute, problème de santé d'une collègue que je dois remplacer au pied levé, me tiennent éloignée de vous. On a trouvé cette solution pour que cette présentation puisse néanmoins avoir lieu. Et puis pour la réponse aux questions, parce qu'évidemment le distanciel ne remplace jamais complètement le présentiel, il est prévu que les questions de la salle me soient transmises à l'issue de mon intervention et que j'y réponde dans la journée et que les réponses vous soient ensuite transmises. Je vais donc passer à la présentation. Donc cette présentation, comme on l'a déjà mentionné, est consacrée au sommeil dans la maladie à corps de Lewy. Et bien sûr, je remercie les organisateurs de m'y avoir convié. Avant d'aller plus loin, une déclaration de mes liens d'intérêt avec diverses industries et prestataires de santé, dont je vous laisse prendre connaissance. Et donc, je vous propose d'organiser cette présentation en 5 grandes parties. Une première partie de rappel de la physiologie du sommeil normal, qui me paraît importante, parce que c'est ce fonctionnement physiologique normal qui va être altéré ensuite par les différentes pathologies. On parlera très rapidement d'une diapositive de la classification des pathologies du sommeil, pour ensuite approfondir les 3 principales que l'on rencontre dans la maladie à corps de Lewy. Alors, en termes de rappel, le sommeil et l'éveil, en fait, se répartissent en 3 grands états. L'éveil, et puis le sommeil lui-même qui est séparé en sommeil lent et en sommeil paradoxal. Le sommeil lent est appelé ainsi parce que l'électroencéphalogramme va se ralentir progressivement par rapport à de l'électroencéphalogramme de veille pour être avec des grandes ondes très lentes dans le sommeil lent profond. Donc, dans le sommeil lent, on distingue 3 stades, N1, N2, N3, sommeil lent léger, intermédiaire, profond. Le sommeil paradoxal est un stade de sommeil extrêmement particulier parce que l'EEG, l'électroencéphalogramme, témoigne d'une activité corticale intense, proche de celle de la veille. Et puis inversement, le sujet, quand on le regarde, dort manifestement, d'où le terme de sommeil paradoxal. Il y a un paradoxe entre ce sujet qui dort et son cerveau qui est manifestement actif. Autre caractéristique de ce sommeil paradoxal, c'est qu'il s'accompagne d'une atonie musculaire, d'une abolition du tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est ce qui nous permet de rester debout, assis, d'avoir des mouvements. En sommeil paradoxal, il n'y a plus du tout de tonus musculaire. Alors cette figure, et je suis désolée, elle est un petit peu floue, j'ai réalisé ça tout à l'heure, représente le passage au cours du temps, ici vous avez les horaires de la nuit, par les différents stades, éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal, au cours de la nuit, avec la succession de ces différents stades de sommeil. Vous avez l'éveil, le sommeil lent léger, intermédiaire, profond, puis le sommeil paradoxal, et cette succession sommeil lent, sommeil paradoxal constitue un cycle de sommeil. Et vous voyez ce sujet qui, au cours de la nuit, aura dormi 1, 2, 3, 4, 5 cycles. Comment se régule... Ah oui, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Ce qui est important de remarquer aussi, c'est que le sommeil profond est plus abondant dans les cycles de début de nuit par rapport aux cycles de fin de nuit, et qu'inversement, le sommeil paradoxal est plus abondant dans les cycles de fin de nuit comparativement aux cycles de début de nuit. Comment se régule le sommeil? 2 facteurs. Un facteur homéostasique qui dépend de la quantité de veille préalable, qui est liée à la pression de sommeil, quelque chose qu'on a tous expérimenté. Plus on est réveillé longtemps, plus on a sommeil. Ce que vous voyez représenté par cette figure, où vous voyez la pression de sommeil qui augmente avec le temps qui s'écoule et la pression de sommeil qui se relâche quand il y a du sommeil. Vous avez 3 exemples ici. Donc la pression de sommeil qui augmente au cours de la journée et qui se relâche avec l'épisode de sommeil nocturne. Inversement, ici, la pression de sommeil augmente pendant la journée, se relâche à la suite d'un épisode de sommeil diurne, d'une sieste, puis réaugmente après le réveil pour rediminuer avec l'épisode de sommeil de nuit. Et puis vous avez ici un exemple de privation de sommeil où la pression de sommeil va augmenter tant que le sommeil n'a pas eu lieu pour ensuite se relâcher.
Deuxième facteur important majeur de la régulation du sommeil, c'est le facteur circadien, homéostasique, qui va varier au cours des 24 heures, circadien autour de la journée, autour des 24 heures, avec une propension en sommeil qui est maximale au cours de la nuit pour nous, êtres humains qui sommes des animaux diurnes, et minimale pendant les 24 heures. Ce facteur circadien nous permet d'avoir un rythme veille-sommeil qui soit en accord avec notre environnement jour-nuit, l'alternance jour-nuit qui varie sur 24 heures. Cette régulation homéostasique est liée au fonctionnement de notre horloge biologique interne, dont la principale est située dans une zone du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui va envoyer ces informations vers différents relais, et notamment la glande pinéale ou épiphyse, qui va synthétiser la mélatonine. Et je suis certaine que tous, dans l'auditoire, vous avez déjà entendu parler de la mélatonine, qui est appelée aussi hormone du sommeil, parce qu'elle est produite pendant la nuit. Cette horloge biologique interne va être synchronisée par des donneurs de temps, entre guillemets, externes, dont le principal est l'alternance jour-nuit, mais intervient également les rythmes sociaux, la recherche de nourriture, les activités physiques et sportives, tout ça pour bien caler notre horloge biologique interne sur les 24 heures que dure notre jour. C'est vraiment l'intrication des deux processus, homéostasique et circadien, qui vont nous donner notre rythme veille-sommeil avec une propension à l'endormissement qui est maximale dans la soirée, au moment où coïncide la pression de sommeil et le rythme circadien qui nous dit tiens, là c'est, enfin notre horloge biologique interne qui nous dit tiens, c'est le début de la soirée, c'est le milieu de la soirée, il est temps d'aller dormir. Alors le sommeil n'est pas figé au cours de la vie. Les états de sommeil, et puis on verra après que la chronobiologie est un petit peu différente entre les sujets jeunes, les adultes d'âge moyen et les sujets âgés. Vous avez représenté ici, sur ce graphe, les proportions respectives d'éveil au cours de la nuit, de sommeil paradoxal et de sommeil lent profond, stade N1, N2 et N3, sommeil lent léger, intermédiaire et profond. Chez l'enfant, le sommeil paradoxal est abondant, de même le sommeil paradoxal. Chez l'adulte d'âge moyen, le sommeil paradoxal va occuper environ 20% de la nuit, le sommeil lent profond va représenter environ 100 minutes. Et puis au fur et à mesure qu'on avance en âge, l'éveil au cours de nuit va augmenter, la quantité de sommeil profond va diminuer, de même que la proportion de sommeil paradoxal. Chez un sujet âgé, avec un vieillissement, j'allais dire, physiologique. Vous retrouvez ici une représentation de la succession des stades de sommeil au cours de la nuit, chez un sujet jeune, chez un sujet âgé. Donc, comme on l'a vu précédemment sur l'hypnogramme déjà vu, on voit que le sujet s'endort, passe par du sommeil lent léger, puis profond, fait du sommeil paradoxal. Vous distinguez très bien chez ce sujet-là 5 cycles de sommeil. Et vous avez ici un sujet âgé, vous voyez que son sommeil, il y a beaucoup moins de sommeil profond, le sommeil est beaucoup plus fragmenté, même le sommeil paradoxal est également au total raccourci. Un autre exemple sur cette diapositive, vous avez ici donc un hypnogramme d'un adulte d'âge moyen. On retrouve le sommeil profond qui est abondant en début de nuit, le sommeil paradoxal qui est plus abondant dans les cycles de fin de nuit. Et vous voyez ici un sommeil très désorganisé chez un sujet âgé. Alors, quelles sont les pathologies du sommeil? Il existe une classification internationale des pathologies du sommeil qui en est actuellement à sa 3e version et qui distingue 6 grandes subdivisions cliniques: les insomnies, les troubles respiratoires du sommeil, les hypersomnolences d'origine centrale, les troubles du rythme veille-sommeil, les parasomnies et les mouvements anormaux liés au sommeil, et puis d'autres troubles du sommeil. Les 3 grands troubles que l'on rencontre de façon particulièrement fréquente au cours de la maladie à corps de Lewy sont les troubles respiratoires du sommeil, les troubles du rythme veille-sommeil, les parasomnies et les mouvements anormaux liés au sommeil, que je vais aborder de façon un peu plus détaillée dans les diapositives suivantes et dans l'ordre exactement inverse où ils sont présentés sur cette diapositive, on va parler en premier des troubles du rythme veille-sommeil, puis des parasomnies et enfin des troubles respiratoires du sommeil. Les troubles du rythme veille-sommeil sont définis par une anomalie dans l'alternance veille-sommeil sur les 24 heures.
Cette alternance veille-sommeil sur les 24 heures peut se mesurer, on l'a vu, s'évaluer par polysomnographie. On peut, avec la limite que la polysomnographie est un enregistrement de sommeil fait sur une nuit, éventuellement sur 24 heures. En revanche, elle peut donner, mais c'est plus difficile, accès au rythme sur plusieurs jours. Pour avoir accès au rythme sur plusieurs jours, on utilise l'actimétrie, qui est un petit enregistreur qui se met comme une montre au poignet du sujet et qui va enregistrer le rythme veille-sommeil. Vous avez ici une actimétrie d'un sujet normal qui va être éveillé, qui va bouger pendant la journée et puis dormir pendant la nuit. Et vous voyez que les jours se succèdent et les nuits se succèdent et vous avez une activité de veille raisonnable et un sommeil raisonnable calé dans la nuit. Vous avez ici une actimétrie d'un sujet avec une maladie à corps de Lévy. Vous voyez que les horaires de sommeil et de veille sont répartis de façon irrégulière sur la journée. Vous avez ici des périodes de somnolence en milieu de journée, le matin, l'épisode principal de sommeil qui, sur cette journée-là, commence à 3 heures du matin, se termine à 10 heures. Sur cette nuit-là, commence à 2 heures de sommeil aux alentours de 6 heures avec une période de veille tout au long de la nuit. Donc vous voyez des horaires complètement anarchiques. Manifestement, l'actimètre a été enlevé pendant toute cette période. Donc un sommeil anarchique avec de la veille au cours de la nuit, du sommeil pendant la journée et donc un rythme complètement irrégulier. Autre pathologie, autre trouble du sommeil que l'on rencontre au cours de la maladie à corps de Lewis, que l'on appelle les parasomnies, c'est-à-dire la survenue d'une activité motrice pendant le sommeil. L'activité motrice, au cours du sommeil, disparaît dans le sommeil normal. Au cours du sommeil lent, le tonus musculaire va diminuer par rapport à la veille. Le tonus musculaire ici est enregistré par l'électromyogramme, visible ici sur ce tracé d'éveil. Et vous voyez que le tracé ici en sommeil lent est beaucoup plus fin parce que le tonus musculaire a diminué. Et puis en sommeil paradoxal, le tonus musculaire a complètement disparu. Au cours des parasomnies, donc qui constituent une activité motrice pendant le sommeil, on va avoir une dissociation entre ces états de veille et de sommeil lent ou de veille et de sommeil paradoxal avec l'apparition d'une activité motrice, soit en sommeil lent, soit en sommeil paradoxal. Et le trouble du sommeil moteur le plus fréquent dans la maladie à corps de Lewy est la survenue de troubles du comportement moteur pendant le sommeil paradoxal. Ce trouble du comportement moteur en sommeil paradoxal est lié à une perte de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal. Vous vous rappelez, en introduction, j'exposais les différents stades de sommeil, je parlais de ce sommeil paradoxal qui est très particulier puisque l'activité corticale est quasiment celle d'une activité de veille, mais il y a une perte du tonus musculaire. Eh bien, dans le trouble du comportement moteur en sommeil paradoxal, il y a une perte de cette atonie musculaire et donc on retrouve l'activité motrice qui va formuler comme une matérialisation des rêves. Et vous en avez un exemple ici avec cette vidéo. Vous voyez cet animal qui dort et puis tout d'un coup il commence à bouger. Et puis il bouge de plus en plus et manifestement il va commencer à courir. Et puis on voit de temps en temps même il aboie ou peut-être même qu'il essaye d'attraper quelque chose avec sa gueule, vous voyez. Donc une activité motrice qui peut être très importante, très impressionnante. Et probablement vous avez ceux d'entre vous qui ont des chiens ou des chats l'ont constaté chez leurs animaux de compagnie, mais on a exactement le même profil chez les patients où on voit des patients qui vont commencer à bouger et à vivre leurs rêves, avec parfois des activités qui sont très impressionnantes, qui sont plus ou moins impressionnantes. Ça peut être, on a des tableaux entre guillemets assez calmes où le sujet va reprendre une conversation, reprendre à des mouvements liés à son activité professionnelle, par exemple, ou bien parfois, et probablement comme cet animal ici, un rêve très angoissant où le sujet est en train de rêver qu'on l'agresse et donc se débat, éventuellement donne des coups, crie. Donc on peut avoir des activités motrices très impressionnantes.
Cette activité motrice au cours du sommeil, elle peut être soit dite idiopathique, soit satellite de la maladie à corps de Lewy. Et puis on la retrouve dans d'autres maladies neurodégénératives. Et donc, pour nous somnologues, il s'agit d'un point d'alerte quand on le constate chez un patient pour pousser plus loin les investigations neurologiques quand la maladie n'est pas identifiée, ou bien pour étayer le diagnostic de maladie à corps de Lewy. Troisième grand groupe de pathologies, ce sont les troubles respiratoires du sommeil, et plus spécifiquement le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil consiste en la survenue d'apnée, c'est-à-dire d'interruption, ou d'hypopnée, c'est-à-dire de diminution importante du flux inspiratoire, chaque événement respiratoire anormal, durant au moins 10 secondes. Et la succession de ces apnées devient pathologique lorsque le nombre d'apnées ou d'hypopnées est supérieur à 5 par heure de sommeil. Ce nombre par heure est ce qu'on appelle l'index d'apnée-hypopnée. Lorsqu'il est supérieur à 5, c'est pathologique. Lorsqu'il est supérieur à 5 mais inférieur à 15, ça définit un petit syndrome d'apnée du sommeil. Lorsqu'il est entre 15 et 30, ça définit un syndrome d'apnée du sommeil modéré. Et lorsqu'il est supérieur à 30, cela définit un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Alors vous avez sur cet exemple, cet extrait d'un enregistrement de sommeil, la représentation de ce à quoi représente un syndrome d'apnée du sommeil. Vous avez ici le flux respiratoire nasal, inspiration, expiration, inspiration, expiration, puis tout d'un coup il ne se passe plus rien, ni sur le flux nasal, ni sur le flux buccal, puis tout reprend. Ça ventile à nouveau, ça s'arrête à nouveau, ça ventile à nouveau, ça s'arrête à nouveau, ça ventile, ça s'arrête. Vous avez ici des successions d'apnées du sommeil. Ces apnées du sommeil ont pour conséquence une baisse du taux d'oxygène dans le sang, qui est mesuré ici par la saturation de l'hémoglobine par l'oxygène. Et puis vous voyez aussi les variations de fréquence cardiaque pendant la période de l'apnée et puis lorsque la respiration reprend. Vous voyez donc que ces apnées vont perturber le sommeil en le fragmentant, parce que chaque reprise ventilatoire va s'accompagner d'une petite fragmentation du sommeil. Et puis vous voyez aussi que ces désaturations en oxygène et ces variations de pouls vont expliquer un retentissement cardiaque et vasculaire et cérébral des apnées du sommeil. Ces perturbations vont à la fois expliquer les signes cliniques du syndrome d'apnée du sommeil et les complications du syndrome d'apnée du sommeil. Les signes cliniques, on a des signes nocturnes, avec les manifestations des apnées du sommeil, très souvent les ronflements, qui tout d'un coup vont s'arrêter, il ne va plus y avoir de bruit de la respiration, témoignant de la survenue d'une apnée, et puis l'entourage entend des reprises de la respiration, des reprises qui peuvent être assez bruyantes. Pour le patient, ça va se traduire par éventuellement des éveils à répétition au cours de la nuit, ce qu'on appelle un trouble de maintien du sommeil. Ça peut s'accompagner aussi de le besoin de miction au cours de la nuit, la nicturie, et puis de céphalée de fin de nuit. En termes de signes diurnes, le sujet se réveille fatigué, éventuellement avec des troubles de l'humeur, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, et puis éventuellement également, il peut être somnolent, puisque le sommeil de nuit n'a pas été récupérateur. Parler des complications, eh bien la somnolence est une complication importante puisqu'elle va exposer les sujets au risque accidentel et notamment au risque de chute ou au risque d'accident de la voie publique si la personne conduit. Les complications cognitives, troubles de mémoire, de l'attention et puis les apraxies, pour la faute de frappe. Et puis les troubles thymiques, les troubles de l'humeur, et puis à plus long terme, les conséquences cardiovasculaires, hypertension artérielle, troubles du rythme, éventuellement accident vasculaire cérébral. Vous voyez finalement que quand on revient aux signes cliniques du syndrome d'apnée du sommeil, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la maladie à corps de Lewy et qui sont donc difficiles à distinguer parce que non spécifiques. Les troubles du maintien du sommeil, on l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait du trouble du rythme veille-sommeil. De toute façon, lorsque les maladies à corps de Lewy s'accompagnent d'anomalies du rythme veille-sommeil. Et puis la fatigue, les troubles de l'humeur, les troubles de la mémoire, la somnolence sont très peu spécifiques. Alors, on sait que les syndromes d'apnée du sommeil ne sont pas rares en population générale,
en dehors de la maladie de Lecoeur de Lewy. On sait aussi que la prévalence des syndromes d'apnée du sommeil va augmenter avec l'âge. Quelle est la prévalence des syndromes d'apnée du sommeil dans la maladie à corps de Lewy, sujet âgé ou pas? En fait, il y a très peu d'études, puisqu'on n'en connaît que 2 à ce jour, suffisamment bien faites, avec des enregistrements de sommeil, sur des cohortes assez petites. Dans un cas, il s'agit de à peu près 80 sujets, dans l'autre cas, d'une petite trentaine de sujets. Et vous voyez que la prévalence va de 35 à 70% de syndrome d'apnée du sommeil, ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup, puisque sur des populations d'âge comparables, la prévalence des syndromes d'apnée du sommeil va plutôt être de 10 à 15%. Et puis vous voyez dans cette étude aussi, je reviens un petit peu en arrière par rapport aux troubles du comportement en sommeil paradoxal, dans cette cohorte-là, 98% des sujets avaient un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Alors j'évoquais tout à l'heure que le syndrome d'apnée du sommeil s'accompagne d'altérations cognitives, et vous avez ici le résultat d'une méta-analyse qui montre à quel point la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil augmente le risque relatif d'avoir une altération des fonctions cognitives. Et là, c'est en population non MCL. Donc, il n'y a pas de données en population MCL, mais on imagine que l'addition d'une MCL et d'un syndrome d'apnée du sommeil vont accroître ou contribuer à accroître encore les troubles cognitifs. On l'a vu dans la diapositive portant sur la prévalence des troubles respiratoires du sommeil, ceux-ci sont particulièrement fréquents dans la MCL, et ceci n'est pas un fait fortuit, ce n'est pas une association fortuite. Ont été décrits au cours de la MCL des anomalies de la commande respiratoire, de la commande automatique de la respiration, avec 2 articles assez anciens, puisqu'ils remontent à 2009 et à 2013, qui montrent que la commande automatique de la respiration est altérée dans la MCL parce que la maladie neurodégénérative touche aussi les centres de la commande respiratoire. Et vous avez ici, alors les centres de la commande respiratoire, ils sont situés dans le bulbe, c'est-à-dire juste dans cette partie qui est située entre la moelle épinière et la base du cerveau. Dans le bulbe, il y a des noyaux spécifiques qui sont responsables de l'automatisme respiratoire. Et vous avez ici des coupes en histologie de ces différents noyaux chez des sujets décédés pour une autre cause non neurologique, avec les cornes des neurones qui sont bien visibles en noir, là chez les neurones et chez les sujets contrôle, et ici dans des sujets porteurs de maladies à corps de Lewy. Quel que soit le noyau regardé, on voit que la densité en neurones est moins élevée dans le cas de la maladie à corps de Lewy comparée au contrôle, expliquant qu'il y a des anomalies de la commande ventilatoire qui vont favoriser les troubles respiratoires du sommeil. Alors, comment traite-t-on les troubles respiratoires du sommeil? Par des mesures que l'on dit hygiéno-diététiques, car les apnées du sommeil sont favorisées par le surpoids, sont également favorisées par certains médicaments, et notamment les hypnotiques, les somnifères, puis favorisées par la prise d'alcool le soir. Donc, il s'agit d'éliminer, quand c'est possible, ces facteurs favorisants. Et puis sinon, on a des traitements spécifiques qui reposent sur une ventilation nocturne où un appareil de ventilation va délivrer l'air au patient par l'intermédiaire d'un masque placé sur le nez ou sur le nez et la bouche. Alors c'est un traitement qui est contraignant, assez contraignant, mais qui a des objectifs qui s'énoncent comme des objectifs cardiovasculaires, aider à contrôler la pression artérielle. Je l'évoquais tout à l'heure, le syndrome d'apnée du sommeil est une cause d'hypertension artérielle, est une cause de difficulté à réguler la pression artérielle. Donc de traiter les apnées du sommeil aide à contrôler la pression artérielle. De la même façon, traiter les apnées du sommeil diminue le risque cérébrovasculaire. Et puis on a des objectifs plus spécifiques chez le sujet âgé ou dans le cas de la maladie à corps de Lewy. Il s'agit également de restaurer une qualité de sommeil, de ce qui est indiqué ici, restaurer une activité de sommeil
une qualité de sommeil satisfaisante, notamment en diminuant les besoins de se lever pour aller faire pipi, en diminuant les éveils nocturnes, et puis de ce fait, en améliorant la qualité de sommeil, d'améliorer la somnolence et donc de préserver ou de restaurer le lien social, la qualité de vie, les activités quotidiennes, à la fois avec l'amélioration de la vigilance et puis avec également la prévention des chutes. Enfin, le fait de traiter les apnées du sommeil va diminuer la fragmentation du sommeil. Or, cette fragmentation du sommeil va, à l'inverse, favoriser les parasomnies, les troubles du comportement du sommeil, moteur en sommeil paradoxal, et va diminuer également, la fragmentation du sommeil favorise aussi la confusion au cours du réveil. Et donc le fait de diminuer les syndromes d'apnée du sommeil va diminuer la perturbation du sommeil et donc va permettre de diminuer les parasomnies et les éveils confusionnels. Pour conclure, donc, vous avez vu que la physiologie du sommeil évolue avec l'âge, que avec l'avancée en âge, le sommeil se détériore, entre guillemets, de façon physiologique. Il y a moins de sommeil profond, moins de sommeil paradoxal, le sommeil est davantage fragmenté. Ces anomalies vont être encore plus marquées dans le cas de la maladie à corps de Lewy. Il y a 3 grands troubles du sommeil qui vont survenir de façon plus spécifique à la maladie de l'accord de Lewy, les troubles du rythme veille-sommeil, les parasomnies, les syndromes d'apnée du sommeil. Les troubles du rythme de veille-sommeil vont se traiter spécifiquement, notamment par l'administration de mélatonine. C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné jusque-là. Les troubles du comportement moteur en sommeil paradoxal sont un des marqueurs, non spécifiques, mais un des marqueurs possibles de la maladie, et donc on les cherche et on les surveille, et ils se traitent. Et puis enfin, les syndromes d'apnée du sommeil sont fréquents. Il faut essayer le traitement, même si le traitement est contraignant, l'objectif étant d'améliorer la qualité de vie à travers l'amélioration de la somnolence, des capacités cognitives. À ce jour, il faut souligner qu'il y a très peu d'études disponibles et que c'est vraiment un champ très riche, il me semble, d'amélioration et de gains pour les patients. Je vous remercie de votre attention.